I think we're going to get started in the next 10 seconds or so. Everyone gets their seats. Our next activity is a panel discussion, and we have a few partners here with us today and members on the panel of the research team, as well as student representative, who I'll introduce in just a minute. And this panel today was put together to talk about why we do collaborations, why do we want to do partnership research. So we're really excited to hear from all of the different members of our panel to hear about what is the reason why they do, what's stimulating about partnership research for you, why do you want to do it, why is collaborating important. And I'm going to invite Ben, who is one of the PIs or the PI of the MAP project, to give a little introduction. And Francois was also going to be here, but he had to step out. So Francois Routhier is the site lead who you all got to meet this morning. All right. Yeah, thank you so much, everyone, for being here in person and for people joining us online. So I thought we'd just take a step back and just let people know what we are for people who are less familiar. So MAP is about enabling mobility and participation among people with disabilities. That's our title, and that's sort of our thing. It's a 7-year partnership grant, which was funded by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, and we're in year 4. So we thought this would be a really great opportunity, having gone through the pandemic, to regroup and figure out how we want to wind down the grant. Basically, the overarching goal is to support community organizations and municipalities to develop and implement evidence-based interventions to contribute to the development of barrier-free communities. And we have 3 streams of research in that portfolio. So we're trying to improve navigation and pedestrian environment accessibility, transportation accessibility, and social accessibility. And we have most of our partners are from Vancouver and Quebec City, but we also have representatives from Chicago, Delphine, and we also have Marianne from Ontario, our lone Ontario person. She said at one point, I'm the only person from Ontario. I'm like, I think there's more of you, but only in this room. And then so there's 11 other co-investigators at the universities. At the time the grant was announced, we had 14 community partners, and I think we're up to 17 or 18 now. And then we have 3 health authorities involved, multiple municipalities, and also 10 international collaborators as well. So I'm really excited for you folks to be here, and I'm looking forward to hearing this panel. And thanks to everyone else for attending so much. Thank you. Thank you, Ben. I'm going to quickly introduce the panel members by name and a brief title, and then I'm going to turn it over to one at a time to give a little bit more about your background and your interest in partnership research and why you're with us today. And then I'll break into some discussion points and questions. I'm going to invite questions from the room as well. We'd really like this to be an interactive session where we hear from our panelists, but also have questions and comments from the audience. So in alphabetical order, we have Simon April, Simon April, who is the responsable de la formation KRUL, Tourisme et Culture pour les personnels des incapacités. We have Elfia Batalova, who is professeur adjointe à la Royal Roads University in Victoria. We have Jeanette Bergevin, le conseiller et personne chargée du plan and accessibility universelle à la ville de Québec. Maëlle Korkoff, étudiante de doctorat à CIRIS, aussi le lead de la comité scientifique, encore pour un peu, je crois, le student committee, 3 jours. Anna François Gosselin, membre des comités aviseurs de MAP et personnel en incapacité. Anwin Lovren, directrice executive au Silver Harbor Seniors Activity Center in Vancouver. Welcome. Roxane Pernet-Lacroix, Adapte-Vie, organisation offrant de soutien des activités sportives adaptées, mais on doit dire aussi les activités d'intégration sociale. C'est beaucoup plus que les sports. Donc, je vous invite à commencer. On peut commencer ici avec Elfia. On va faire le tour et vous pouvez vous
introduire un peu plus entre 2 et 3 minutes. So Afia, you can start us off and give us 2 or 3 minutes, a little bit more about you and your background. Yeah, hi everyone. So my name is Alfia, and I'm an assistant professor at the Royal Roads University in Victoria, British Columbia. I was involved in the MAP grant since the beginning. I was helping to write the grant, and I'm involved in one of the projects right now. So I would also say I'm I guess a community representative. I'm involved in a number of nonprofit organizations and have a lot of connections in the disability community. So I kind of bring in 2 different perspectives into this work. So thank you. Bonjour, mon nom est Maëlle Corcuff. Je suis je suis étudiante au doctorat en 3e année en sciences de la réadaptation à l'Université Laval et au CERIS. Je suis membre de MAP depuis les tout débuts également. J'ai été la représentante étudiante durant les 2 premières années. Maintenant, Alicia et William ont pris la relève. Je fais de la recherche partenariale depuis ma maîtrise. En fait, quand j'ai fait ma maîtrise en travail social également, je travaille avec des organismes communautaires. Maintenant, je travaille plutôt avec la Ville de Québec, où je m'intéresse aux notions d'accessibilité universelle et de mobilisation des connaissances. Thank you. My name is Anwen Lovren, and I'm the Executive Director at Silver Harbor Seniors Activity Center. We're located in North Vancouver, and we offer about 75 programs and services around physical activity, recreational programs, language learning, technology learning, food services, transportation services, legal assistance, information and referral, and a lot more. As you can guess, I'm one of the community partners on NAP. With the project, I would say pretty much from the inception, from the application time to SSHRC. And I'll pass it along. Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Roxane Périnet-Lacroix. Je travaille pour l'organisme Adaptavie. Tout comme ma collègue, je suis un organisme partenaire des projets MAP. On est impliqué dans certains des projets. Puis pour d'autres, on va être très intéressé à voir là, quels seront les résultats. Donc, ce sont tous des sujets qui intéressent beaucoup l'organisme Adaptavie. Je suis kinésiologue de formation et on accompagne des gens avec des limitations, tout type de limitations, donc déficience physique, déficience intellectuelle, vraiment toute limitation fonctionnelle permanente. Et on dessert les gens de la capitale nationale et de d'autres régions également en activité physique, mais également avec tout ce qui pourrait s'intéresser au continuum des soins entre le réseau de la santé, les services qui sont publics et une fois que ces services-là sont terminés, comment on assure la continuité dans la communauté. On travaille avec des grandes instances comme la Ville de Québec, qui est un très grand partenaire. On travaille également avec le réseau de la santé là, pour essayer de créer des communautés qui sont plus inclusives. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Simon April. J'ai fait mes études ici à l'Université Laval en psychologie et en service social. J'ai travaillé longtemps dans des organismes communautaires en la défense de droits des personnes handicapées, étant moi-même handicapé. Donc, j'étais donc à la bonne place. Et maintenant, je travaille pour un organisme qui s'appelle Qui roule. Donc, c'est un organisme provincial sur tout ce qui est la culture et le tourisme pour les personnes handicapées. Donc, comme ma collègue ici, on s'occupe d'un peu tout type de personnes handicapées. Et pour le tourisme, ben, dans le fond, c'est vraiment la grandeur de la province et on essaie de faire la promotion d'un Québec accessible à l'extérieur. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est on donne des formations pour le personnel pour l'événementiel. On fait aussi de l'accréditation et de l'évaluation de l'activité universelle de façon technique. On donne des accréditations vu qu'on est reconnu et financé par le ministère du Tourisme. Et également, on peut financer des projets d'activité à hauteur de 80 ou 100 000 $. Merci.
Alors, merci. Ginette Bergevin, je travaille pour la Ville de Québec. Je suis responsable de l'accessibilité universelle pour la Ville de Québec, avec évidemment un réseau d'employés dans les différents services là, qui sont impliqués. Et je coordonne donc le plan d'action en matière d'accessibilité universelle pour la Ville de Québec. Donc, on travaille sur différents plans, comme vous vous en doutez. Je coordonne également la table de concertation en accessibilité universelle de la Ville de Québec où on travaille avec dont Simon, et plusieurs groupes communautaires et le CIUS de la capitale nationale également pour améliorer l'accessibilité de la ville. On travaille sur différents projets à l'interne et spécifiquement en recherche. Actuellement, je travaille avec Maëlle Corcouf sur un projet en mobilisation des connaissances pour augmenter la sensibilité des employés municipaux à l'accessibilité universelle. Bonjour à tous. Alors, je me présente François Gosselin. Je suis une personne qui a un trouble développemental du langage. Donc, son équivalent en anglais, c'est Developmental Language Disorder. Ça fait 12 ans que j'œuvre dans le TDL en partenariat avec les écoles au primaire, au secondaire, au cégep et à l'université, que ce soit ici à Laval ou dans la région de Montréal. Je fais aussi des conférences sur ce que c'est avoir un trouble du langage ou de la communication en combinant la perspective extérieure comme les professionnels. Mais ce que j'ajoute, moi, c'est la perspective intérieure et ça fait en sorte que ça ajoute vraiment quelque chose de plus. Donc, ça, c'est une de mes missions que je fais depuis 12 ans comme œuvre. Et l'autre volet, c'est le domaine de la recherche, que ce soit ici avec ce projet, le projet MAP, ou avec mon collègue Stefano Rosinico au laboratoire Cléan, Université de Montréal. Donc, c'est ces deux choses que je fais depuis 12 ans maintenant dans tous les domaines de la société. Merci. Merci. J'ai oublié dit que je suis Krista Best. I think everyone in the room knows me mostly, but a researcher at the CIRRUS and also a assistant professor at University Laval. It's really my pleasure to be the facilitatrice for this session this afternoon. I'm going to ask the questions in both English and French. I know you have your translators, but I'll just pose the questions in both languages. And the big question we have is, what makes you want to get involved in partnership research? C'est pourquoi vous avez l'envie de faire la recherche partenariale? Quelqu'un qui peut commencer. Tu as le Christophe, micro, ça va me faire donc tu peux plaisir. commencer. Je vais briser la glace. Oui, merci. OK. Au niveau de la Ville de Québec, ce qui est intéressant pour nous, évidemment, c'est l'acquisition de connaissances pour améliorer le travail que nous faisons en accessibilité universelle. La Ville est impliquée, évidemment, les routes, les bâtiments de la Ville, comment elle peut réglementer aussi le développement de la Ville de façon à la rendre plus accessible. Donc, le travail au niveau de différentes recherches nous permet d'acquérir des connaissances et ça, c'est un plus pour nous. En plus, personnellement, je trouve ça motivant de travailler avec des chercheurs, de se poser des questions. Ça nous sort un peu de l'opérationnel quotidien où on doit gérer plus au niveau administratif ou travailler avec les gens. C'est extrêmement intéressant, mais des fois, on aime ça, sortir puis se poser des questions, réfléchir, voir comment on pourrait faire les choses mieux, différemment, être plus développer de nouvelles connaissances là, en accessibilité universelle et partager par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est un plus. C'est un plus aussi ce qu'on fait avec Maëlle là, pour développer des contenus qui vont nous permettre d'augmenter la sensibilité des employés. Et à la Ville de Québec et au service des loisirs, des sports et de la vie communautaire où je suis rattachée, il y a cette préoccupation-là là, d'augmenter la connaissance de façon générale en accessibilité universelle. Et je trouve que le partenariat avec le CIRRUS, c'est extrêmement intéressant pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dans le fond, moi, ça fait des années que je travaille avec des chercheurs. Là. Il y a Ernesto qui est ici. Je pense qu'il y a Mire à quelque part qui nous écoute par le coin. Ça fait des années qu'ils m'ont introduit à la recherche avec eux. Donc, essayer leur nouvelle patente, leur nouvelle, je ne sais pas comment vous allez traduire ça, leur nouvelle gogos.
Mais dans le fond, tu sais, faire des essais-erreurs, essayer de trouver, répondre à une question, je pense que c'est ça l'essentiel de la recherche. Puis aussi donner une crédibilité à tout ça. Nous, chez Kéroul, on fait des formations. Puis quand on produit ou on crée des nouvelles formations, je pense que la recherche est essentielle et primordiale dans cette création-là. Parce que oui, on le vit, on est des personnes handicapées, on veut informer les gens, on veut les sensibiliser, puis on veut qu'il y ait des connaissances, mais aussi, je pense que ça prend un regard extérieur pour qu'on puisse voir comme il faut, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, parce que c'est toujours ça qu'on veut faire. Donc, c'est un peu ça à quoi sert la recherche pour nous et pour moi. Pour le projet MAP, ben, j'ai jamais été un partenaire officiel, mais je pense que j'ai mis mon grain de sel de temps en temps. Puis, c'est un super projet, puis je pense qu'on est tous pour le développer et améliorer un peu la mobilité active là, des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Simon. En fait, là, ça va rejoindre beaucoup ce qui a déjà été dit. Nous, à Adaptavie, en tant qu'organisme, on aime collaborer avec la recherche parce que ça nous permet de devenir le plus pertinent possible pour les gens qu'on dessert. Que ce soit en ayant accès à des connaissances qui sont des fois un petit peu plus techniques. Hein? Donc, en collaborant avec la recherche, mais on peut avoir des chercheurs qui font de la vulgarisation pour nous, qui développent et co-développent des outils pour nous aider à faire la formation de nos personnels aussi. Puis, ben, une fois que notre personnel est mieux formé, a les connaissances qui sont justes et les plus pertinentes, ben, après, on est capable de faire des meilleurs services. Des services qui sont encore plus accessibles, plus inclusifs. Donc, ça devient comme une roue d'amélioration continue et ça n'arrête jamais. C'est une bonne nouvelle. Puis ensuite, ben aussi, ce qui est d'intéressant avec la recherche, c'est qu'on est capable d'avoir un échange. Donc, des fois, il y a des très beaux projets qui sont élaborés en recherche, puis ça leur prend un peu un terreau où être capable de l'implanter. Donc, nous, en tant qu'organisme partenaire, quand on fait du partenariat, ben, on est capable de, s'il y a quelque chose qui a été prouvé avec des données probantes, on sait que ça a vraiment une amélioration ou un impact significatif chez les personnes en situation de handicap. On est capable de l'implanter et de desservir la communauté. Donc là, on devient vraiment un partenaire intelligent pour nos communautés là, à plus large spectre. Thank you. In addition to what has been said already, I wanted to highlight one of the reasons that we appreciate participating in research projects such as this one. And I think it is certainly in the case of our organization, the tendency to focus very much on the crisis, on the short term, on the immediate satisfaction of needs in our community. And if we have that as our only focus, we are actually not seeking long-term improvements. We're not seeking policy change. We're not seeking strategies that will start to shift and make societal changes that in the end might make our programs not needed or make our programs more impactful one way or the other. So I certainly appreciate this opportunity to move from short-term crisis-based activity to a longer term and more strategic type of work. Merci. On manque de temps. Do we still have time, Jillian? OK. Alors, d'un point de vue plus recherche, je dirais, l'intérêt, évidemment, c'est de développer de la recherche pour un besoin qui est réel puis qui est existant dans notre communauté, où on peut voir vraiment un potentiel changement là, dans la qualité de vie, je pense, des personnes qui ont des incapacités, entre autres. Puis aussi, l'intérêt de faire un partenariat, c'est d'avoir un levier de changement, selon moi, là, d'avoir directement des gens avec qui on peut travailler pour que ce soit plus facile d'implanter, par exemple, l'innovation ou un changement de comportement ou peu importe, un nouveau programme dans la société. Puis d'un point de vue étudiant aussi, c'est très riche de pouvoir
avoir accès à tout ce pan-là de la recherche, parce qu'on dit souvent qu'en recherche, il y a deux pans. Finalement, il y a la version plus fondamentale et la recherche qui est plus appliquée. Je ne veux rien enlever à la recherche fondamentale, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous donne vraiment accès à des échanges puis à un réseau très diversifié. Puis autant comme étudiant que comme humain aussi, ça nous permet d'apprendre énormément sur comment est-ce qu'on peut nourrir notre ambition finalement là, comme futur chercheur. Yeah, just to add to what you said, Maëlle, I think for me, partnership collaborations with communities also stems from my background in disability studies, the field that is very much originated in the grassroots community and the lived experience of people with disabilities. So for me, that is a starting point when I think about my research. I don't believe in research that is not useful for the community. So I try to keep it as a value. So that sort of drives my work and my interest. And that's been mostly my experience with the communities, just making sure that their needs are at the forefront, asking them the questions and adjusting my question rather than bringing my question and imposing it on them. So I think that's, to me, that's what will allow the partnership to be successful and sustainable. Otherwise, it's not going to last, I don't think. Donc, pour répondre à la question, moi, je dirais en 3 points. Alors, qu'est-ce qui m'a donné le goût de m'impliquer dans la recherche, étant donné que je ne suis pas professeur, je ne suis pas chercheur, je suis juste une personne qui a un TDL. Alors, la première raison, c'est l'évolution de mon état de conscience. Donc, parce que je suis conscient de mon TDL, je fais les choses autrement. 10 ans de réadaptation au niveau de mon langage a amené à comprendre mieux mon TDL et le fondement comme être humain dans le langage et la communication. Donc ça, c'est la première raison du pourquoi j'ai décidé de m'impliquer dans la recherche. Mon engagement bénévole, toute la formation que j'ai pu avoir avec le temps dans le domaine politique, santé, éducation et mes témoignages. Et toute cette expérience-là, depuis 12 ans, m'a amené comme une sorte de vocation et j'ai pu transformer ça comme travailleur autonome. Et ensuite, mais c'est toute cette expérience-là que c'est les chercheurs qui interpellent parce que souvent, les patients partenaires que nous sommes, on va vers les chercheurs. Mais quand tu démontres une expérience ou tu demandes un intérêt, c'est les chercheurs qui t'interpellent par toi-même. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, sans avoir un niveau du secondaire, ben là, je peux, avec la recherche, contribuer au développement de la recherche et faire des ententes comme celle à l'Université de Montréal avec mon collègue Stéphano. Donc, pour moi, c'est ça. C'est tous ces éléments-là qui m'ont donné envie de continuer pour les 30 prochaines années. Que j'ai entendu de tous, c'est une réponse aux besoins. Donc, la recherche partenariale, ça répond à plusieurs des besoins de tout le monde, tout dans l'équipe. Donc, je me demandais quelles sont les meilleures façons de collaborer avec les organismes, de répondre aux les besoins, de répondre à un objectif. So what I heard from everybody is that all partnership research responds to various needs. And so I'd like to hear from the panel about how can we best work together to successfully collaborate to meet the various needs that you've all identified for partnership research? Sure. Yeah, please go ahead, Jillian. Just see if this is working. Okay. Okay, so in the chat, and I apologize if I say your name wrong, Janessa said that in response to the question that it creates greater trust with our communities and more opportunities for underrepresented communities, increased productivity, enhanced quality of research,
In other words, 2 heads are better than 1. Or 3 or 4 or 5, depending on how many partners and groups we have together. Great, thanks, Jillian. So just to repeat the question, what are the best ways to work together to achieve the goals of everybody in a collaboration and a partnership? Ben, la première chose, c'est de communiquer avec nous autres. Donc, c'est un bon point, exactement. Souvent, j'ai trouvé dans le passé que les chercheurs faisaient leur travail dans leur coin et la communauté faisait le travail dans l'autre coin. Mais depuis plusieurs années, je trouve que les deux réussissent à s'entendre bien ensemble et à travailler chacun de leurs forces et leurs faiblesses. Donc, souvent, la communauté se pose des questions, voudrait avoir des solutions, mais n'a pas vraiment peut-être les connaissances ou la manière de fouiller pour trouver des solutions. Puis c'est là que la recherche là, peut amener une nouvelle vision, dans le fond, pour peut-être pour collaborer d'une façon différente. Des fois, on reste stické sur une question qu'on n'est pas capable de trouver la réponse. Puis juste un regard extérieur. Ça peut être un chercheur, mais ça peut être quelqu'un de la ville, ça peut être quelqu'un qui est ingénieur en quelque chose d'autre, peu importe, ou quelqu'un qui est vraiment de l'extérieur. Donc, c'est une façon de collaborer. Puis oui, on collabore avec les chercheurs, c'est bien, mais on collabore aussi avec la personne. Donc, d'un chercheur à l'autre, ça peut être différent aussi. C'est ça qu'on a nos préférés. Puis, mais on travaille en général très bien avec tout le monde. Le principe, c'est de s'écouter puis d'essayer de trouver des solutions ensemble puis de respecter peut-être nos champs de compétences puis de faire un bon mix avec ça. Merci, Simon. Donc, chez nous aussi, en fait, là, quand on a commencé à collaborer avec le secteur de la recherche, au départ, c'était un projet qui était issu de la recherche, qu'on essayait d'avoir un transfert de connaissances. Ça a été intéressant et ça nous a permis d'apprendre beaucoup parce que c'était un peu comme essayer de rentrer un carré dans un rond. C'était bien, c'était un bon programme, mais ce n'était pas adapté dans notre communauté. Mais c'est un petit peu ce partenariat-là qui nous a permis, nous, d'apprendre à nous connaître et de trouver un peu des façons de devenir plus efficaces de part et d'autre. Donc, je dirais que si on veut bien collaborer, oui, effectivement, il y a des bons fits avec certains chercheurs, mais je pense que d'abord et avant tout, il faut qu'on réfléchisse de part et d'autre, du côté de la recherche et du côté de l'organisme partenaire, à c'est quoi nos besoins. En fait, moi, je viens voir un chercheur ou je viens collaborer à quelque chose. Quand je viens comme organisme partenaire, quels sont mes besoins? Quels sont les résultats que j'attends et quelle est ma vision du développement de ce projet-là? Et là, on a un échange avec l'équipe de chercheurs pour savoir, comprendre aussi quels sont ses besoins et quelle est sa réalité. Hein? Des fois, on a une réalité différente au niveau de l'échéancier. Des fois, on a une réalité différente au niveau de l'éthique. Donc, de mieux se connaître de part et d'autre, ça fait ensemble qu'on est capable de vraiment faire un projet ensemble et devenir, un peu comme tu le dis, devenir une seule et même équipe. On a un but qui est commun, puis on est vraiment capable de l'accomplir ensemble et non pas de part et d'autre. Puis là, si on fait les choses chacun de notre côté, c'est sûr que quand on revient ensemble, c'est pas tout à fait ce qu'on avait souhaité. Des fois, il faut qu'on revienne en arrière, des fois, alors que quand on construit vraiment ensemble, basé sur un objectif qui est commun, ça coule de source, puis on s'aide mutuellement à atteindre nos buts. I'll speak just to sort of one specific recommendation from our experience that we have around partnering. And we have really appreciated being involved early on at the research proposal phase. And during this proposal and creation phase, to already talk about knowledge dissemination and to talk about the kind of outputs and products that are useful in community all the way at that beginning phase. And so that's certainly something I've appreciated in MAP. I had a subsequent opportunity to talk about it in another research project and help direct what the outputs would be so that they're truly practical and useful and impactful in community.
Moi, je compare souvent la recherche partenariale au dating. Vous allez comprendre peut-être avec mon explication. En fait, je pense que comme dans toute bonne relation humaine, quand on entame un partenariat avec des partenaires, c'est important de commencer par s'apprivoiser. Donc, d'apprendre à, comme Roxane disait, les besoins de chacun, les attentes de chacun, sur quoi est-ce qu'on veut travailler, où est-ce qu'on se projette. Puis par la suite, bien, quand on décide d'entamer un projet ou de cohabiter finalement ensemble, bien, ça demande évidemment du respect mutuel puis une réciprocité entre les partenaires, mais également beaucoup de communication pour pouvoir s'adapter parce que, comme vous le disiez, on ne vient pas des mêmes milieux, on n'a pas le même langage non plus, on n'a pas un langage qui est nécessairement commun, donc il faut le développer, ce langage-là. Puis de s'ajuster là, constamment au fil des étapes du projet. Donc, de toujours revenir vers le partenaire et que le partenaire revienne vers la recherche. Puis, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Comment est-ce qu'on peut s'ajuster là, pour qu'on puisse finalement répondre aux objectifs de chacun? Puis, on souhaite qu'il n'y ait pas de divorce à la fin. Definitely, I think building relationship is critical. I'm working with an organization right now. We don't have a specific project in mind yet, but I kind of asked them about their existing work, about their projects, offered things that I could support them with, and we kind of left it at this for now. But I think that's what it takes to eventually come to some project that they would be interested in eventually. But I think communication is key, keeping in touch regularly. I'm usually trying to put it in my calendar to get in touch with a partner. If I haven't been communicating with them in the last couple months, just to see what's happening, if there's anything I can support them with, whether there is an existing project or not. So I think, again, from sustainability perspective, that's what allows the relationship to grow. And yeah, so those are, I think, important elements. Donc, pour répondre au niveau de la collaboration, je dirais, selon ce que je constate depuis 12 ans, c'est sûr qu'il y a l'écoute. Je me trompe. Oui, c'est ça. Il y a l'écoute, puis surtout comprendre la réalité du communautaire, parce que si les universités puis les chercheurs ont une optique de recherche parce qu'ils ont eu une demande de subvention pour X projet, mais que ça ne répond pas sur le terrain, ça donne pas ça ne va pas aider réellement au niveau dans l'optique du trouble du langage. Mais aussi, tantôt, j'ai entendu le fait que il faut comprendre, faut vraiment avoir du respect, comprendre l'autre. La particularité au niveau du TDL, c'est que les patients ou les usagers ont un trouble du langage, donc ils ne comprennent pas en partant c'est quoi la recherche. Alors, il faut que tu expliques auprès des patients, auprès des usagers, le fondement de la recherche, mais eux, ils ne voient pas si c'est essentiel pour eux, étant donné qu'on ne les a jamais aidés. Alors, c'est quand même une réalité majeure. Donc, il faut, ce que je remarque moi-même comme personne qui a un trouble du langage, quand j'interpelle les personnes qui ont un DLD, c'est vraiment du 1 à 1 auprès du parent, ensuite auprès du communautaire, ensuite auprès des chercheurs, auprès des universités. Parce que même si j'envoie le message à tout le monde d'un coup, mais que ce n'est pas adapté directement à la personne garde son courriel ou le téléphone, puis c'est mis de côté. Alors, il faut vraiment prendre beaucoup plus de temps dans l'optique quand on a un trouble du langage, parce que c'est ça qui est la sphère qui est impactée au niveau du langage. Alors, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Puis, on est vraiment dans les balbutiements ici au Québec, ici, mais aussi au niveau international pour le TDL. Il y a beaucoup à faire.
que j'ai entendu, il y a comme une customisation, besoin de répondre le besoin de la personne. Donc, de pousser sur ça un peu plus. C'est quoi la meilleure façon de travailler avec les personnes ayant des incapacités? Donc, tu as mentionné un type des incapacités. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qu'on doit faire? Quand j'ai pris conscience de mon trouble du langage, j'ai réalisé l'importance de l'humain de communiquer. Puis parce que je suis conscient de mon langage et de ma communication, puis que la recherche, c'est fondamental pour comprendre une situation, je me suis dit, OK, je vais m'impliquer. Mais moi, j'ai voulu ça. Mais si je compare, par exemple, mon frère, que lui aussi a un trouble du langage, on est deux, mon frère ne voit pas l'utilité. C'est qu'il n'y a pas le même niveau de conscience. Parce que quand on est conscient, on réalise notre monde. Alors, c'est pour ça que c'est ça, il y a du travail là-dessus. Moi, je ne travaille pas en milieu communautaire pour dire que je comprends bien. Oui, je travaille avec les communautaires et j'y ai travaillé au début de ma carrière. J'ai passé 25 ans dans le milieu communautaire, donc je comprends bien les enjeux. Il y a des enjeux quand même semblables au niveau de la recherche avec la Ville de Québec, c'est-à-dire que c'est important que les chercheurs comprennent l'environnement dans lequel nous, on opère parce que on vit, comme moi qui travaille à la Ville, ben, des fois, je suis obligée de faire des pauses pour dire qu'il faut que j'aille me valider au niveau hiérarchique. On opère aussi avec le politique, dépendamment de ce qui se passe. On ne peut pas être sur la place publique n'importe comment, ça dépend. Donc, on a des contraintes administratives aussi. Des fois, dans notre projet récemment, à un moment donné, j'ai dit à Mel, oh, va pas trop vite, il faut que je valide parce qu'il faut aller informer les services, il faut informer la hiérarchie, il faut informer les directeurs de qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, il y a des fois des lenteurs qui s'installent, qui moi-même, des fois, me dérangent, mais je suis obligée de vivre avec. Donc, je pense que c'est important que mutuellement, on comprenne dans quel environnement, en plus du dialogue, là, en plus de tout ce qui a été dit par ce panel, là, les gens ont dit des choses qui sont... mais il faut bien comprendre l'environnement dans lequel on opère chacun, je pense, pour être capable de passer à travers toutes nos étapes là, et arriver au bout de la recherche. Sur le panel, on a la représentation de la communauté, les organismes non lucratifs, et aussi les personnes avec des incapacités et le gouvernement, municipalité aussi. Donc, est-ce qu'il y a les meilleures façons de collaborer avec les gouvernements, par exemple, les municipalités, les personnes avec des incapacités, le communautaire? Est-ce qu'il y a des choses différentes à penser? Bien, actuellement, au niveau municipal, au niveau de la Ville de Québec, actuellement, on vit une belle période pour l'accessibilité universelle. Je suis dans ce poste-là seulement depuis moins de 2 ans, mais on sent que j'ai de l'appui. Je sens de l'appui à l'interne. Donc, quand je veux bouger, quand je veux avancer dans les projets, dans les dossiers, dans les préoccupations qui nous arrivent souvent par le milieu communautaire à notre table de concertation, je sens de l'écoute. Il y a des mouvements aussi au niveau politique, on peut sentir de l'appui ou au niveau administratif. Mettons qu'on mise, excusez, je viens d'apercevoir que je ne parle peut-être pas assez proche du micro, mais actuellement, c'est une période où on a un beau vent en faveur de l'accessibilité universelle. Donc, si je comprends bien la question, c'est la collaboration entre les municipalités et le gouvernement et la santé. Donc, moi, je remarque que c'est la discipline avec le temps qui fait son œuvre et de la préparation. D'arriver sur le fly, là, je ne sais pas comment on dit ça. Ça fait toute la différence. Et quand j'ai réfléchi à la question, je vais y aller avec une anecdote. C'est que pour les autres provinces au Québec, des CIUS par région. Et j'ai interpellé un CIUS
et j'ai pu rencontrer la haute direction d'un CIUS. Alors, j'ai quand même eu la chance pour ça. Et en échangeant avec la haute direction du CIUS, qui gère tout le système de santé pour cette région-là, avait dit que la réadaptation au niveau du langage après 5 ans, c'est pas efficace, donc il ne faut plus avoir de service. Et moi, je suis arrivé parce que je suis conscient, parce que je lis la recherche, parce que je développe le partenariat. Je suis arrivé devant les deux directions en mettant l'inverse de ce qu'ils disaient pour dire que le cerveau est plastique. Donc, parce que le cerveau est plastique, on peut améliorer les capacités langagières. Et aujourd'hui, je ne sais pas si grâce à cet événement-là, ça a eu un impact, mais aujourd'hui, il y a une offre de service pour les ados adultes. Alors, j'ai vraiment vu qu'avec le temps, la discipline et la préparation, c'est ça qui amène, sans brusquer les gens, sans les rentrer dedans, c'est vraiment le fait que d'être ferme, puis de vraiment montrer, puis d'être convaincu, puis convaincant que ça fait une différence. Puis aujourd'hui, si cette région a des services pour les ados adultes, bien, c'est plusieurs partenariats, recherche communautaire, puis peut-être mon intervention. Donc, merci. Comme Ginette a expliqué tout à l'heure, un poste comme Ginette dans d'autres municipalités au Québec, ça n'existait pas vraiment. Donc, c'est quelque chose qu'on pratique depuis longtemps. À Québec, la table de concertation accessibilité universelle existe depuis 1992, je pense. Puis il y a eu des up and down à ce niveau-là. Puis encore là, c'est une question de travailler avec les gens. Donc, il y a des gens que ça va bien, des gens que ça va moins bien. Ça dépend aussi de la volonté et de la situation contextuelle de tout ça. Pour avoir travaillé depuis un petit bout là, avec la TCAU, puis maintenant étant dans un organisme provincial, je vois un peu plus ce qui se passe dans les autres municipalités. Puis, comme présentement, il y a beaucoup un enjeu d'activité au niveau des commerces, au niveau de la mobilité dans les villes, les transports adaptés. Puis, je pense que ce qu'on fait à Québec, on le fait rayonner un petit peu plus que ce qu'on pense. J'ai eu des demandes de Montmagny, de Lévis qui nous ont vus agir dernièrement. Puis, même la métropole décide de nous interpeller aussi à ce niveau-là. Donc, je pense que on est toujours jugé par nos actes. Puis, si nos actes sont bons, je pense qu'on apporte une bonne influence puis un courant de changement à ce niveau-là. Puis, c'est comme ça qu'on peut partir de le simple citoyen à monter au municipal, puis aller jusqu'au provincial et pourquoi pas aller à l'international. Voilà. En fait, moi, j'ai envie de dire, un peu comme vous avez dit, on sent quand même que c'est un sujet beaucoup plus actuel, ou en tout cas, il y a beaucoup plus d'attention présentement au niveau de l'accessibilité, au niveau de l'inclusion dans les services, etc. Au niveau de la collaboration entre les différentes instances, je pense que là, surtout avec la pandémie, je dirais, où on a eu certains bris de services à différents niveaux, on a vraiment le vent en poupe, là. Les gens veulent avoir des services. Puis, en bout de piste, on dessert tous les mêmes personnes. Donc, on collabore de plus en plus avec les organismes, d'autres organismes partenaires qui offrent une offre complémentaire à la nôtre, ou encore avec la ville, pour voir comment, ensemble, on s'assoit pour mieux répondre aux besoins de la communauté. Idem avec le service de santé parce qu'on dessert les mêmes gens. Donc, ce sont vraiment les mêmes gens qui font partie d'une même communauté. Donc, quand on travaille tous ensemble à surpasser un obstacle, on réussit. On réussit au bénéfice de tout le monde. Donc, moi, je sens que tous les instances ont les yeux et les bras bien ouverts là, pour collaborer au projet. I think one of the most helpful instances of research, community, and government collaboration is around researchers helping community-based organizations speak to government.
Sometimes we need assistance in the translation of our work, and we certainly appreciate what research brings in terms of demonstrating the impact of our work, demonstrating the value of our work, and then sometimes as a result, being able to make this funding case. So the case to government as one of our possible funders of the impact of the value and therefore of the need to resource the work that's happening in community. So we certainly appreciate the partnership from that perspective. Yes, and when I can provide an example of that. So I'm working with a community-based organization that is British Columbia passed Accessible BC Act in 2022. And so there's a requirement for many organizations, including municipalities, to create accessibility committees for those who have not had them before. So I'm helping one community group to present itself as an accessibility committee because that's the work they've been doing de facto for the last 15 years. So instead of municipality creating a brand new organization, they are arguing, we are here, don't recreate an organization. And so they're using some of the work that I've done to make a case that this is how it should be set up. This is what we need to, this is the best practices for the community, for the accessibility committee, something like you need to pay people for their participation on our area, right? Because again, that was not a common practice before. So, and you know, I hope it's valuable and I hope it will convince municipalities to use them as their accessibility committee, but we'll see. So, but that's happening, yeah. You've all talked about different ways that we can do partnership research and what's important. How can we achieve that in current partnerships and future partnerships and also in grant applications? You just spoke, Althea, about funding and paying sometimes for time. So how can we incorporate some of these ways of doing partnership research into our current and future funding applications and partnerships? I will let Anwen speak. I've been waiting for my opportunity to say this. So as community organizations, we do not always understand how granting systems for research work. And we are eager and passionate, and we want to jump in to make sure that the research is valuable and impactful and useful. But sometimes, and I'm only pointing at myself, we jump in without realizing the resources that are required for community-based organizations to participate. So I promised Ben I would say this. My radical suggestion is that in grant applications, nonprofit organizations be paid to participate. And we will use this grant money allocated to us with certain requirements and certain deliverables in order to backfill our time that we want to contribute to research, but we still need that time dedicated to immediate service delivery, programming, you know, and crisis management while we participate in this important long-term strategy, evidence-based change. That was Thank the you, Anwen. excitement. Je partage. Mais en fait, là, mais moi, il faut savoir qu'on a eu d'excellents partenaires, excellents chercheurs auxquels on a soumis, en fait, nos besoins en termes de soit de support financier ou encore en termes de support de ressources. Puis, ils nous ont toujours dit oui. Alors, il faut croire que c'est un good fit, là. Mais je donne un exemple. On a un très beau projet là, qui est de développer des projets de réalité virtuelle pour les enfants et les adolescents avec une limitation physique. Puis là, on voulait avoir un questionnaire pour venir dans nos propres services pendant un service qu'on offre durant l'été, qui est un camp de répit pour les personnes qui ont une déficience physique. On voulait implanter ça dans ce terrain-là. Alors, avec le chercheur, on a dit, ben,
pourquoi vous ne venez pas directement dans le camp poser les questions? Et encore plus magique que ça, les gens ont travaillé dans le camp. Alors, moi, comme organisme communautaire, tu me dis que tu enlèves une partie de mon fardeau financier. Pour les étudiants qui viennent, bon, on en parlait tantôt, c'est super enrichissant. Ils ont rencontré les gens qui vont utiliser le futur service, qui vont utiliser la technologie et ils comprennent très bien maintenant comment le service ou comment l'outil va pouvoir vraiment être servi. Donc, ils se répondent eux-mêmes aux questions. Là. Tu sais, des fois, ils disent « Ah, on avait telle idée, on va faire ça de telle façon. » Puis là, une fois que tu arrives sur le terrain, « Oh non, c'était vraiment une mauvaise idée, ça ne marche pas partout. » Donc, ça devient très organique. Ils viennent dans notre service, ils nous aident vraiment en fournissant des ressources qui arrivent avec des très belles connaissances et qui nous aident à améliorer nos services. Mais en même temps, ils répondent aux besoins de la recherche en développant des questions qui sont vraiment alignées là, avec ce qu'on cherche à implanter. Donc, moi, c'est un exemple de partenariat vraiment win-win sur toute la ligne. Nos étudiants sont super motivés, ils reviennent encore cette année. Nos participants aussi, hein, les gens qui vont utiliser la technologie, ils ont rencontré les gens qui vont la concevoir, eux autres sont super contents. Donc là, on est en train de propager justement tout notre plaisir à collaborer avec la recherche auprès des participants. Donc, moi, c'est vraiment une très belle collaboration que j'ai présentement avec plusieurs chercheurs. C'est intéressant ce que tu dis, Roxane, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de mettre de l'avant et de valoriser les subventions, les bourses qui existent pour la relève en recherche, donc pour les étudiants, dans les milieux de pratique. Donc, par exemple, au Fonds de recherche, il y a la bourse tremplin. Au Fonds fédéral, il y a une autre subvention aussi que je ne me souviens plus son nom, mais même chose quand on arrive à des niveaux plus élevés, là, au postdoctorat, il y a des subventions de ce genre-là aussi. Ça permet vraiment de s'imprégner du milieu pour vraiment comprendre où est-ce qu'on va faire notre recherche, puis avec qui est-ce qu'on travaille aussi, là. Fait que je trouve ça très, très, très intéressant. Puis, effectivement, souvent dans les demandes de subventions, on a un jargon de recherche qui n'est pas nécessairement clair et vulgarisé pour nos partenaires. Puis, ça peut nous demander, nous, beaucoup de temps à expliquer. Puis, même quand on veut faire valider, c'est la même chose pour les articles scientifiques au final, là. Quand on veut faire valider du contenu ou quand on veut avoir de la rétroaction, ça peut demander quand même pas mal de temps. Je pense qu'il faudrait parler de nos organismes subventionnaires pour qu'ils valorisent vraiment l'implication de nos partenaires dans nos demandes de subvention et moins un peu là, axé sur la performance, mais plutôt sur la qualité du partenariat, là, à mon sens. And I think that speaks to the need of more systemic changes as well. Plain language, for example, something that we need to be promoting as well as academics, rather than using very complicated language. Different funding structure. And so maybe that's some work for us too, to think about how we can advocate and how we can make a case for much more equitable partnerships that are, reflected in the budget, in the way we write grants, in the longevity of the collaboration. So all the different aspects of that work. Donc, ici, à l'Université Laval, il y a un projet qui s'appelle le projet Escalade, qui est un programme qui a été créé, et qui a été dédié spécifiquement pour les gens qui ont un TDL. Ça compense par rapport au manque de services en réadaptation orthophonique. Et donc, il y a eu une subvention qui a été attribuée au programme Escalade. Ça répond à des besoins, mais le problème, c'est que les centres de services scolaires ne distribuent pas, ne généralisent pas aux 80 000 élèves TDL au Québec, c'est énorme, de ce programme-là. Puis pourtant, il y a eu une subvention, un programme, des chercheurs, une mobilisation. Donc ça, c'est un premier élément. Puis l'autre élément,
si on veut faire une demande de recherche, c'est que souvent, les subventions gouvernementales, ils ont des fois des objectifs qui ne coordonnent pas avec ce qui pourrait être dans l'intérêt du patient ou de l'usager. Et moi-même, en tant que patient partenaire avec mon collègue Stéphano, pour la toute première fois en réadaptation, il ne savait pas comment faire pour que je puisse être rémunéré parce que ça se ne retrouve pas ni à l'Université de Montréal, ni à l'Université de Laval, ni à l'Université de Trois-Rivières, parce que je suis le premier à défoncer des portes parce que je veux vraiment avancer au niveau du développement de la recherche pour le trouble du langage, TDL, autisme, qui a un trouble du langage associé, l'ADI, etc. Donc, ça, c'est comme deux réalités. Soit qu'il y a des projets de recherche subventionnés, mais que ce n'est pas diffusé, ou de l'autre côté, c'est ça. Ça ne coordonne pas avec ce que les instances ont comme objectif par rapport aux besoins qu'ils pouvaient répondre. Et pourtant, je vais finir avec ça. Il y a une partie des subventions qui sont présentes, mais il faut juste réajuster le tir par rapport à ça. Ben, pour ma part, au début, des fois, les chercheurs, je trouvais que c'était des chercheurs de financement. Donc, ça me tapait un peu ses nerfs. Mais bon, j'ai appris à vivre avec ça, mais je pense que ce n'est pas tout à fait la réalité. Je vais vous donner un exemple. Je vais changer mon chapeau de tête, mais je suis aussi commissaire à la FCHL, donc la Société canadienne d'hypothèque et logement. Je représente les personnes handicapées au niveau canadien. Puis, à ce niveau-là, ben, on a trouvé, en tout cas, j'ai trouvé plusieurs réalités différentes. Il y a des chercheurs qui nous accompagnent à ce niveau-là. Des chercheurs de l'Université York, c'est à Toronto, hein, je pense, c'est ça? Ça se peut-tu? Oui. Oui, OK. Et l'Université McGill, ça, je sais, c'est à Montréal. Puis, dans le fond, en nous écoutant parler, ben, ils ont pris des notes sûrement. Ouais. Puis, ils nous ont communiqué. Ben, ils nous ont demandé, dans le fond, qu'est-ce qui est pour une personne handicapée qui s'en va de chez ses parents, qui veut se trouver un appartement? C'est quoi la méthode de faire? Comment on fait pour trouver un appartement? Comment on fait pour une personne handicapée de visiter des maisons pour acheter une maison? Donc, c'est plein de questions qu'on se pose. On n'a pas nécessairement de réponse, mais ces chercheurs ne se posaient pas la question. Et quand ils ont entendu l'histoire, la question est venue. Donc, ils sont venus nous demander de la manière, comment on avait vécu ça, c'était quoi nos trucs, ça a été quoi notre débrouillardise, puis au bout de ça, ben, on peut documenter le tout, puis le rendre d'une manière scientifique, puis le reproduire, puis pour aider un peu la communauté dans l'avenir et produire peut-être une méthode, là, dans le fond, plus facile pour les nouvelles personnes handicapées, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est l'intégration pas partielle, mais totale d'une personne handicapée. Donc, on veut qu'elle soit capable de s'acheter une maison, même si les assureurs ne veulent pas nous payer leur assurance hypothécaire. Même si les appartements, on dit oui, les nouveaux blocs sont accessibles, mais c'est les nouveaux blocs qui coûtent 2 000 par 4,5 par mois. Donc, il y a toujours une manière d'essayer de trouver ou de ficeler quelque chose pour pouvoir produire soit un document, soit une recherche, peu importe, mais une méthode qui se traduit au concret, au quotidien pour aider les personnes. Donc, tout ça découle d'une personne qui raconte ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi la situation, puis c'est là que la recherche s'implique. Donc, ça serait très important là, dans les prochaines années, oui, de financer la recherche, de financer les participants, mais dans le fond, de tout financer cette affaire-là. Puis, je me trouve être un chercheur de subvention, moi aussi. Simon, tu as bien ouvert la prochaine question que j'en ai pour vous. C'est quoi les plus grands défis que vous avez eus en recherche collaborative ou partenariale et comment avez-vous surmonté? What have been the biggest obstacles that you've had in partnership collaborative research and how have you overcome them? Ben, en tout cas, pour ma part, ça a toujours été quand on participe à des recherches, on disait, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire ça? Est-ce qu'on perd notre temps?
Puis je pense qu'au bout de la ligne, la recherche, c'est du essai-erreur. Donc, des fois, ça mène à quelque chose, des fois, ça mène à autre chose ou avec l'erreur qu'on vient de faire, ben, peut-être qu'on peut construire d'autres choses que là, ça va réussir. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est ça que j'ai à dire là-dessus. En fait, là, je pense que ce qui peut potentiellement le plus blesser, c'est un manque de communication et ben, de considérer ton partenaire comme un membre de ton équipe. C'est une très bonne façon de surmonter cet obstacle-là. Ça nous évite encore une fois d'arriver avec un projet qui n'est pas tout à fait aligné selon les besoins de notre partenaire, de part et d'autre, autant pour la recherche que pour le partenaire communautaire. Puis aussi, comme Simon l'a dit, des fois, on a le sentiment on participe à certaines actions. Quand notre partenaire nous revient avec les résultats, ben, on est toujours très content. Donc, encore une fois, c'est une question de communication. Quand on décide que nous, comme organisme, on s'implique ou qu'on fait du recrutement auprès de nos membres. On devient vraiment un ambassadeur de la recherche, puis on dit à nos membres, participez, c'est super important. Puis que 3 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui est advenu des résultats, ben, ça brise un petit peu tout le lien de confiance qu'on avait. Mais maintenant qu'on collabore étroitement avec l'équipe de chercheurs, ben, ça n'arrive plus. Ça. On est bon. I feel like I should just say the same to what Simon and Roxanne said. We certainly have, one of our biggest challenges of participating is convincing research participants to participate. And it does not, in some cases, it's a matter of people do need to be compensated for their time and effort. And what we do find successful is the personal approach to potential research participants. I know that does not work for all forms of research, but certainly for more qualitative research, we find that we need time to personally approach potential research participants who would really be able to richly participate and give to the research project. Bien, je pense que quand on construit un projet, l'entente que tu établis avec ton partenaire est extrêmement importante d'être discutée au préalable, justement pour s'entendre notamment sur les rôles de chacun, puis que tu puisses ramener ça si tu rencontres des difficultés ou si tu rencontres des défis, puis également sur la dissémination des résultats. Donc, quels seront les objectifs? Comment on va mobiliser les connaissances du projet? Nous, du côté de la recherche, on a évidemment des enjeux de publication, donc on a besoin de publier, mais en même temps, au niveau de la communauté, comment est-ce qu'on rend les résultats de la recherche accessibles aux personnes? Donc, je pense que ça, c'est tous des éléments qui sont importants d'être discutés avant de commencer le projet, puis de vraiment s'entendre, puis de réviser aussi cette entente-là de façon je sais pas, annuel ou selon la durée du projet, là, mais de pouvoir se repencher finalement, bon, ben, voici ce qu'on avait écrit au début, est-ce que ça convient toujours? Non, bon, ben, comment est-ce qu'on réajuste le tout? Puis de bien, parce que je pense que effectivement, des essais-erreurs, même en recherche, c'est ce qu'on fait. Puis pour te rassurer, Simon, nous autres aussi, des fois, on se demande si ça donne quelque chose, mais je pense que c'est des humains. On fait tout de notre mieux, puis c'est ça, de toujours réajuster le tir finalement là, en fonction de comment les choses avancent. Je pense que c'est ce qui peut aider. I've had, I would say, practical challenges, things like staff turnover, for example. So then, so you would have to then reestablish some of the relationships, some of the connections. It takes time. But that's just the reality of a lot of the organizations. I've had that with multiple municipalities where I had to figure out who my new contact is. And then some of the more, I would say, system level, like municipalities that I'm working with, they have a lot of competing demands, needs, and your research project is just one little thing on their, very busy agendas. So trying to connect that to the work, to their work, and understand where they might be coming from,
also takes a bit of time to align some of these priorities. So I would say those are the main challenges. Like, yeah, there's some practical ones, but there are also, something we need to work through on a, much more deeper level. So. Dans mon cas, un des problèmes que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps, puis que c'était plus de ressentir de la crainte interne à la ville face au fait de participer à un processus de recherche avec la mise à jour du guide pratique en accessibilité universelle qu'on va débuter bientôt, dès qu'on va avoir la réponse pour notre projet. Et à l'interne, où les gens sont vraiment dans l'opérationnel, ils sont vraiment la gestion des immeubles, elle regarde les plans, puis elle se dit comment on va construire le prochain bâtiment. Là, donc, des fois, le fait de travailler avec des chercheurs pour trouver les meilleures pratiques, ça inquiète. Donc, je me retrouve un peu dans un rôle de médiation, de rassurer les gens, de s'assurer que le processus va permettre à tout le monde d'exprimer ses craintes, mais aussi de pouvoir échanger. Et il y a comme des craintes que les chercheurs vont tenter de nous obliger à faire des choses qu'on trouve qu'il n'y a pas d'allure. Il y a comme cette espèce de vision-là. Moi, je dis, ben non, parce qu'on va collaborer, on va faire une médiation, on va leur dire si on trouve que ce n'est pas possible pour nous. Là. Ça ne veut pas dire qu'on trouve quelque chose, qu'on va l'appliquer automatiquement demain matin. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Fait que là, il y a comme c'est plus ça dans ce projet-là où je sens que je vais devoir travailler sur comme rapprocher les parties, créer des relations qui vont permettre que les gens se sentent rassurés de travailler parce qu'il y a un processus de recherche à travers le processus de mise à jour de notre guide pratique en accessibilité universelle pour attacher le terrain avec la recherche. C'est plus à ce niveau-là. Donc, pour ma part, je dirais que le plus grand défi que je rencontre, c'est le fait que les gens trouvent que je n'ai pas assez de crédibilité parce que je n'ai pas un titre. Puis ça fait en sorte que après, jusqu'à maintenant, depuis 12 ans, à chaque fois que je fais une conférence primaire, secondaire, cégep, et surtout dans les universités, Montréal, Laval, Trois-Rivières, ainsi de suite, même auprès des professionnels, avec mon expérience, comme j'ai dit au début, ma perspective extérieure et intérieure, ça fait en sorte que chaque intervention, les gens m'interpellent par la suite parce que là, ils m'ont vu aller. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut que je défais à chaque fois. Donc, ça, c'est plus personnel. Et dans le trouble du langage en général, ce que je constate au niveau des défis, c'est que les gens comprennent mal l'essence de ce que c'est communiquer comme être humain. Donc, ils ne transposent pas quand tu as un trouble du langage. Et ça fait toute la différence. Puis c'est un obstacle à chaque instant parce qu'on travaille au niveau relationnel, professionnel, social, scolaire. Tout passe par la communication et le langage. Et ça fait en sorte que si les gens ne sont pas conscients de ça, bien, ça fait toute la différence là, au niveau des défis que les personnes TDL vivent. Et moi, au niveau de ce que je fais, bien, je ne fais pas juste le vivre personnellement, mais je le vis même au niveau des professionnels qui travaillent auprès des personnes TDL. Donc, c'est un drôle de paradoxe, mais avec le temps, ça fait son œuvre. Et de plus en plus, mais là, exemple, l'Université Laurentienne en Ontario m'a interpellé parce qu'ils ont entendu même des universités au niveau de l'Europe. Alors, parce que c'est le temps qui fait son œuvre, on pourrait dire. Avez-vous dans l'audience des questions ou les défis que vous avez vécu, que vous voulez demander au panel? Does people in the audience have any questions or personal challenges they've had that they'd like to pose and have some feedback? I saw a few hands. Jillian, you have a chat probably. Yes. So we have in the chat from Janessa, how do you handle a no for collaborating? Have you ever had to convince or persuade them to change their minds, or do you accept the initial no?
Vous avez compris? Je vais répondre. Euh, je dirais que c'est toujours le constat que je fais depuis 12 ans. C'est pas de convaincre, c'est de faire comprendre, surtout quelqu'un qui a un trouble du langage, l'importance de la recherche ou pourquoi il faut contribuer. Puis des fois, ça prend du visuel, des fois, ça prend du déplacement, parce que même si je l'appelle au téléphone ou j'écris un courriel, si je ne vais pas prendre un café avec, puis faire du 1 à 1 ou même avoir un côté personnel, parce que la personne qui a un TDL, je pense à ce monsieur-là, il y a une conjointe, il y a des enfants, donc j'ai dû être dans son milieu pour comprendre. Donc, je suis vraiment allé loin là, pour arriver. Donc là, c'était vraiment extrême parce qu'il fallait avoir des participants pour une recherche, là, parce qu'on n'avait pas. Mais je dirais, grosso modo, c'est vraiment de prendre le temps de faire comprendre la situation. Puis quand tu es motivé, là, puis tu veux, là, le monde le voit, alors le monde sont intéressés à participer. Comme l'exemple de Maëlle pour le dating. Trouver le chemin et faire les activités qui répondent à la personne. Oui, puis en fait, là, le lien de confiance exploiter le lien de confiance que l'organisme partenaire a avec ses membres. Encore une fois, ça l'aide beaucoup. Donc, on peut avoir un bassin de service, des membres qui sont desservis dans l'organisme partenaire. Puis le chercheur va dire, ben moi, je vais avoir tel projet. Bon, OK, je comprends. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce projet-là? Je suis capable de le vulgariser auprès des membres. Et comme on a un lien de confiance avec nos membres, nous, on les voit tous les jours, 365 jours par année, alors on peut effectivement les informer, on comprend bien leur réalité et même des fois, quelque chose qui nous aide beaucoup, c'est l'étudiant ou le chercheur qui se déplace dans les services pour venir soit faire un questionnaire, une entrevue, etc. Donc ça, c'est très, très très aidant, ça devient organique. Et à ce moment-là, ben, le lien de confiance peut se transposer auprès du chercheur également. Donc, la personne pourrait être participante dans plusieurs projets de recherche de ce chercheur-là. J'avais vu les autres mains, Mir, je crois que tu as. Ma question, en fait, ça aura deux composants. Un, ce matin, on parlait avec des chercheurs qui étaient assis à votre place et on parlait de l'impact de la recherche. Et de point de vue chercheur, c'est sûr que nous, on a des moyens de transfert de connaissances à travers nos articles ou parler avec les partenaires, tout ça. Mais je voulais avoir peut-être votre opinion dans le sens de qu'est-ce que vous diriez, quand est-ce que vous diriez que, OK, notre partenariat, justement, ou la recherche qu'on mène a un impact. Parce que souvent, de mon point de vue, des fois, on est trop précipité pour avoir l'impact et il faut attendre long terme. C'est sûr que vos contextes individuels sont très différents, mais comment vous voyez ça, l'impact de recherche, comment vous l'interprétez pour dire que ce projet-là, finalement, ça ne servait à rien, ou plutôt c'est vraiment intéressant et que ça a eu un impact. Et le deuxième composant, je l'ai oublié, donc ça. Ça donne les jeunes une opportunité à répondre. Pour ma part, en fait, là, la majorité de l'impact, nous, on peut facilement le mesurer puisque souvent, c'est des projets de recherche qui sont basés sur nos propres besoins. Donc, on est capable de voir est-ce qu'on a répondu à nos besoins. Je donne un très bel exemple et c'est grâce à Dr. Christa Best que maintenant, on a un super outil. Nous, on a beaucoup de kinésiologues qui travaillent auprès des gens avec des limitations. Quand ils sortent de leur baccalauréat, leur connaissance au niveau des limitations fonctionnelles est très limitée. Hein? On s'entend, je pense que c'est un cours de 3 crédits. Peut-être que c'est plus maintenant, mais à mon époque, c'était 3 crédits. On ne voyait vraiment pas beaucoup de clientèle. Donc, quand j'arrive puis je dois prescrire l'activité physique à quelqu'un
puis je ne connais rien sur sa limitation. On avait beaucoup de sentiments d'imposteur. Donc, on est allé rencontrer la recherche. Je suis allée dans le bureau de Krista et j'ai dit, ça existe certainement des données, là, des données probantes sur lesquelles on peut se baser. Donc, Krista, avec toute son équipe et des élèves, ont construit un guide avec toutes les données scientifiques, puis un guide super pratique. On a fait plusieurs échanges pour savoir est-ce que ça correspondait bien à ce qu'on cherchait. Puis là, on a été capable de faire du vrai transfert de connaissances. Donc là, j'ai un guide avec les données probantes. On est capable de l'implanter auprès de nos intervenants et même on a poussé ça une étape plus loin. Maintenant, on a des modules de formation qui nous permettent d'exploiter le guide. Donc, si pour ma part, on dit est-ce que je suis capable de quantifier cet impact-là? Moi, je dirais que l'impact est monumental. Dans des partenariats comme ça, c'est 100% d'amélioration. Il y a quelques années, on avait participé à un projet de recherche avec une de vos collègues, Élise Milot, dans le fond, à l'élaboration de la création d'un plan, non, d'un cours sur la participation des personnes. Donc, c'était le pot répart. Donc, c'est pour les personnes handicapées. Puis ce qu'on a fait, c'est on a monté un cours pour la sensibilisation des futurs professionnels de la santé aux clientèles particulières. Voilà. Puis, on était 12 autour de la table, donc avec tous des différents handicaps, des différentes réalités. Puis pendant 9 mois, ben justement, avant cette participation-là, on faisait tout à titre bénévole. Puis à partir de cette participation-là, avec le CIRIS, ben, on était comme payés. Donc, on était content de faire partie de l'équipe, si vous voulez. Puis après, ça s'est transposé à le cours a été monté. On l'a donné de 2018 à juste avant la pandémie. Donc, ça a quand même été le fun. Il a quand même évolué le cours aussi. Par la suite, là, on est allé le donner en atelier et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis allé dans le milieu de la santé dans les dernières années, puis j'ai rencontré des gens qui avaient suivi ce cours-là, puis qui se rappelaient de ça, puis qui se rappelaient de ce qu'on leur avait enseigné, des pratiques. Donc, c'est à partir de là que je me suis rendu compte que oui, dans le fond, ce qu'on a essayé de faire, c'est un beau partenariat. On a créé ça ensemble. Puis, dans le fond, au bout de la ligne, on a vu le résultat, ce que ça donnait. Puis ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire à grande échelle. Par contre, c'est un projet au PHQ qui a duré tant d'années. Puis après ça, ben, il ne méritait plus d'avoir ce cours-là. Effectivement, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Puis à la Ville de Québec, on agit dans beaucoup de champs d'action qui touchent les personnes. Donc, il y a moyen de travailler sur des recherches qui nous permettent d'avoir des outils en bout de course, là. Actuellement, on travaille avec Maëlle, on est sur des outils pour sensibiliser et mobiliser les employés de la Ville pour qu'ils comprennent que chacun peut être un acteur pour améliorer l'accessibilité universelle dans son milieu. Donc, on travaille sur le développement d'outils qui va être utilisé par la suite dans les équipes de travail. Donc, c'est très concret. Et également la mise à jour du guide pratique en accessibilité universelle que nous entreprenons bientôt. Et qui, le guide actuellement se décline en 17 fiches pratiques. Comment on s'attend à ce qu'une rampe d'accès soit faite à la Ville de Québec, comment on s'attend à ce qu'une salle de spectacle soit organisée, etc. Et on va déployer de façon plus large ça, là, parce qu'on veut en construire des nouvelles fiches aussi et tout ça. Et ces outils-là, concrètement, sont dans des appels d'offres que fait la Ville exigés aux contractants. Donc, si on fait un appel d'offres de services professionnels, par exemple, ben, on va obliger la firme d'architectes, par exemple, qui pourrait nous proposer un concept, de prévoir dans le concept qu'ils vont nous soumettre toutes les mesures d'accessibilité universelle que nous, on juge qu'ils doivent inclure. Et parfois, ça pourra aller au-delà des normes et de la réglementation existante là, dans certaines fiches. Donc, c'est extrêmement concret.
comme moyen d'agir sur le développement de la ville, des bâtiments, etc. Donc, au niveau des chercheurs là, qui veulent montrer leurs recherches, donc dans l'optique du TDL, il y a eu un consensus international Catalyse. Il y a des chercheurs à travers le monde qui se sont regroupés il y a plusieurs années, puis qui ont donné le nom TDL. Avant, on appelait ça dysphasie, trouble primaire du langage, spécifique et permanent language, peut-être je me trompe. Puis là, c'était un peu tout mélangé. Alors, tous les chercheurs se sont réunis puis se sont dit le consensus au niveau international, c'est TDL ou DLD. Mais le problème, si, exemple, on compare si on fait une comparaison à l'Europe, au Québec, au niveau des organismes communautaires, on utilise de plus en plus le TDL, même si c'est quand même la dyslexie qu'on utilise encore souvent auprès des parents. Mais en Europe, on va souvent utiliser le terme trouble spécifique du langage oral. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas spécifique au langage, puis ce n'est pas juste à l'oral. Donc, ça peut être confus. Donc, ça fait en sorte que grâce à Catalyse, ça a propulsé le TDL au niveau international. Puis ici au Québec, moi et mon ancienne collègue, on a mis sur la map, sur le territoire québécois, le TDL. Donc, pour ça, on en est très fiers. Et ce que je remarque, c'est que ça prend du temps. Donc, mais les chercheurs, foncez, allez de l'avant parce que quand je parle avec les chercheurs ici ou même avec Lisa Archibald en Ontario ou Suzanne Ebel au Royaume-Uni, ça fait des années qu'ils veulent aller de l'avant, mais la population ne suit pas. Alors, il faut aller de l'avant dans la recherche, puis comme première étape. Puis deuxième étape, c'est de pousser juste à temps que la population suive. Puis une des meilleures options, si je compare par exemple à l'autisme, qui était au même niveau que le TDL, pourtant l'autisme, c'est 1 à 2 et le TDL, c'est 7 Pourtant, on entend peu parler du TDL et l'autisme, on en entend parler de plus en plus parce qu'on a pris conscience, mais il y a des personnalités connues qui ont parlé de l'autisme. Alors, il faut avancer la recherche, puis trouver des personnalités connues, ça l'aide beaucoup dans la recherche, dans une cause. Bill, you had a question. I have more than one. So I actually have a pointed question for Jeanette regarding the city. And we heard this morning about an attitudinal paradox. And I could actually see this happening with the people that you work with in terms of they may be aware of issues of accessibility, but say, oh, but I can't do anything about that because. And I'm just wondering if you've experienced any of that in trying to convince people around changing the accessibility. And then what have you found works to convince them that they're wrong? Il faut dire qu'à la ville, on a un réseau de 23 personnes dans les services qui sont responsables de l'accessibilité universelle dans leurs services. On a un élu responsable de l'accessibilité universelle et donc l'accessibilité universelle est présente un peu partout dans la ville. Donc, c'est sûr que c'est vrai qu'il y a des employés qui peuvent avoir l'impression qu'ils n'ont pas de pouvoir d'action. C'est sûr que de mon côté à moi, j'ai un rôle de sensibiliser les directions de service. J'ai un rôle de faire remonter des préoccupations au niveau des comités villes où siègent des directeurs de service, où siègent des élus, pour maintenir la préoccupation puis maintenir la possibilité. Et à côté de ça, évidemment, notre objectif, c'est d'offrir aussi des moyens concrets. Quand je suis un employé, je suis un employé manuel au service des loisirs et que moi, mon travail l'été, c'est de vider les poubelles dans le parc XYZ, ça se peut que mon impression est que je n'ai pas de rôle à jouer pour que ce soit mieux. Et pourtant, cet employé-là, si on a réussi à lui faire comprendre l'accessibilité universelle et comment il peut jouer un rôle,
Il va dégager tous les sentiers pour s'assurer que les personnes en fauteuil roulant sont capables d'y circuler s'ils tombent des branches d'arbres. Si il ne laissera pas une poubelle qui est, mettons, la plupart sont attachées les poubelles, mais mettons, il ne laissera pas traîner de l'équipement en ville dans les sentiers ou sur les trottoirs ou là où le transport adapté débarque des personnes. Il va être un acteur important parce qu'il circule dans nos parcs, il circule dans nos bâtiments. Il peut attirer notre attention sur des choses qui doivent être. Fait, il y a tout un travail et ça, c'est du travail qu'on a entrepris là, en mobilisation des connaissances, parler aux employés sur oui, c'est possible, oui, tu peux être un acteur, puis on va travailler à te montrer comment tu peux, toi, agir. C'est sûr que si nous, on est capable de traduire en action son rôle, ça va être plus facile pour les personnes de s'identifier comme étant un acteur potentiel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Well, like research, I just have more questions. So I noted a knowing glance between you and Simon. Was there, or maybe I just inferred that. It was like maybe you had a shared understanding of some of the barriers. No? Okay. Sorry for inferring that. Did you do awareness training to the employees to make them have a better understanding of accessibility issues? Ça fait partie de mon travail de développer de la formation à l'interne. Oui, il y en a eu au fil du temps. Bon, moi, je suis dans ce rôle-là depuis un peu plus d'1 an et demi. Ma prédécesseure a fait beaucoup de tournées d'équipe pour parler de l'accessibilité universelle, mais c'est un travail constant. Actuellement, on est en train de créer des outils qui pourront être utilisés. Je vous disais que j'avais un réseau quand même de 23 personnes dans les unités administratives. Ces personnes-là, je veux qu'ils soient des agents multiplicateurs dans les services. Je ne peux pas être partout. Là, la Ville de Québec, c'est 5 000 employés. Je ne serais pas capable d'aller les rencontrer tous. Mais si à travers mon réseau, je suis capable de rejoindre les employés à travers un certain nombre d'outils qu'on est en train de développer et qu'on va poursuivre le développement. On essaie aussi actuellement de trouver de la formation qui permettra aux gens de réfléchir à l'accessibilité universelle, réfléchir dans leurs propres services. Oui, ça fait partie de mes responsabilités là, de développer ça. D'ailleurs, j'avais interpellé Anne-Julie au service de dire, ben, y a-t-il des conférenciers qui pourraient avoir des choses à dire sur le travail dans les municipalités, là, dans nos champs d'action? On travaille sur les rues, on travaille sur les bâtiments, on a besoin d'avoir des accès dans les parcs, etc. Donc, si vous avez des choses à dire, à raconter, faites-moi le savoir. Je voulais juste rajouter une petite chose, parce que je travaille souvent avec Ginette, puis on est à la table de concertation d'activité universelle, puis je pense que ça, c'est la clé de tout ça. Oui, Ginette a fait tour, elle parle à beaucoup de gens, puis je pense qu'elle ne plaît son casse, mais le secret aussi, c'est que cette table-là réunit beaucoup d'acteurs du milieu communautaire, des gens de la ville, des élus aussi. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, les élus entendent ce que la communauté dit, ce que le citoyen dit. C'est pas comme aller à l'hôtel de ville et aller chialer au micro en avant du maire. C'est pas vraiment ça. Là. Donc, on est plus dans un travail constructif. Puis, on se met des thèmes. Exemple, là, je suis tanné avec ça, Jeunesse, excuse-moi, mais l'année passée, on a eu tout ce qui était concernant les piscines municipales. Donc, on s'est mis à parler des piscines municipales, quelles ont d'accessibilité, est-ce que les sauveteurs sont formés pour ça? Donc, il y avait beaucoup de questions à se poser. On a toutes sorties d'informations. Ginette, elle nous a tout mis ça sur la table, puis elle nous a tout expliqué qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, on va monter au barricade, tout ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on fait là? Mais dans le fond, quand on a ça, carte sur table avec les représentants de la ville, là, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Puis c'est pas suffisant de juste crier à l'alerte. Il faut comprendre la situation, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'est-ce qu'il est possible pour la ville de le faire, puis qu'est-ce qui est possible pour nous d'apporter comme solution.
C'est sûr que je vais juste rajouter un petit mot. C'est sûr que dans mon travail au quotidien, ce qui fait la différence, c'est la grande collaboration avec la table de concertation en accessibilité universelle qui réunit des acteurs du milieu communautaire, le CIUS, l'élu responsable de l'accessibilité universelle, et on entend tous la même chose au même moment. Et les groupes communautaires sont extrêmement généreux de leur temps, de leur explication, ils prennent le temps et on établit des collaborations, je pense, qui sont gagnantes actuellement à la table, qui permettent de faire avancer des dossiers puis d'améliorer l'accessibilité de la ville. Ils sont nos experts, on est chanceux. Faire terrain. It's nice that you have such an inclusive community. I think that's maybe a model for across Canada. And so you should be very pleased. And it's nice to hear that. I have one more question, Madam Chair. You have the prerogative to say No, no. go ahead. All right. So you've brought, well, we heard yesterday, and you brought up the topic about how to cope with conflict with your partner. Would want to maybe understand from the community partner perspective, have you ever had conflict with your research partners? What's worked well in terms of resolving the situation, and maybe we can learn from you how to be better partners. Whether it's a MAP project, we want to hear about it, or if it's other partnerships or collaborations you've had. Si vous avez eu les conflits dans vos recherches, vos partenariats en recherche, et comment vous avez résolu les conflits? Pour faire affaire avec des organismes communautaires, des universités, des profs, des orthophonistes. Ce qui aide beaucoup, c'est vraiment d'y aller vraiment une personne à la fois. Alors là, il faut que tu parles à l'orthophoniste pour que l'orthophoniste intervienne auprès de l'usager ou de l'ergo, du neuro, bon, dans le domaine de la santé. Là, il faut que la personne qui a un TDL, ado, adulte surtout, puisse l'expliquer aux parents. Donc là, il faut que l'organisme communautaire accompagne la personne TDL auprès des parents. Et il faut que les parents puissent l'expliquer aux profs parce que des fois, ce n'est pas toujours les organismes communautaires ou les professionnels de la santé qui gèrent l'école. Donc, des fois, l'Office des personnes handicapées du Québec peuvent accompagner, là, une des organismes qui accompagne. Puis aussi, des fois, il y a une situation qui doit arriver pour qu'il y ait un tournant. Puis surtout dans mon domaine, j'ai vu beaucoup d'exemples de roulement de direction dans différents milieux. Puis ça a été pour le mieux. Alors, donc, je pourrais te dire, c'est ça. Le fait que, c'est ça. Surtout, je réalise vraiment que dans le domaine spécifique du trouble du langage, là, même l'exemple l'autisme, qui est un trouble du langage qui est associé à son trouble, ou une DI qui est l'ADI, il y a un trouble du langage qui est associé, par exemple. Donc, dans tous ces troubles-là neurologiques, mais je remarque que c'est ça, prendre vraiment le temps d'expliquer chaque chose. C'est mieux de faire ça parce que si on va trop vite, bien là, des fois, on tombe, on se pète la face, comme on dit. Donc, je pourrais dire, c'est ça, il faut prendre le temps. Puis je le remarque que dans tous les projets que je fais, plus que je prends le temps, comme à un moment donné, puis je vais finir avec ça, à un moment donné, j'ai fait un point de presse, puis j'ai mobilisé des chercheurs, des professeurs, du communautaire, des universités, puis ça m'a pris 1 an pour créer l'événement du point de presse. Puis si j'aurais fait des choses autrement, puis très rapidement, ça n'aurait pas eu l'impact que ça a eu parce que ça a mobilisé tout le monde, puis ça a eu un impact majeur pour ça. Donc, je pourrais dire ça. Does anyone else have something they'd like to add? And when, with all of your experience in MAP, have you had any conflicts and how have you resolved them? I think that, I mean, as has been said, I think that communication is the key. I think when we're a little bit uncertain around each other, if things go sideways, we're reluctant, for example, to tell on a student
who is becoming too familiar with a client, for example, too familiar with a participant. I think as you've said, it's important to take that time and to understand how we can communicate and what those communication channels look like. Because I certainly, in community, we want younger researchers, we want students to be successful. And so we have sometimes had that conflict where we want to have that person be successful, and we are afraid to tell on a student when the work is less than what it should be, or it's not being conducted properly. So I don't have an answer for how that should be improved, but for us, that's definitely an important area of improvement, just in case it happens. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Des fois, c'est important de vérifier la compréhension des gens. Des fois, les gens interprètent, parce que surtout les gens qui ont un trouble du langage comme nous, on ne comprend pas toujours ce que la personne nous dit. Puis, même tantôt, j'ai posé la question, est-ce que j'ai bien compris la question? Je l'ai faite comme automatiquement. Donc, dans les organismes communautaires, ou peu importe le domaine, des fois, dire, si j'ai bien compris ce que tu me dis que c'est ça. Ou la personne, des fois, est frustrée ou est en colère. Puis là, tu te dis, là, c'est ça. Alors, OK, tu peux réagir. Mais ensuite, tu dis, bon, regarde, on va se calmer. Puis là, je t'entends. Là. Puis de vraiment montrer l'intérêt, puis d'être vraiment expressif. Ça a l'air banal, mais ça, à chaque fois, c'est le mot d'ordre, puis de ne pas réagir. Puis ensuite, aller voir l'autre personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ensuite, les réunir. C'est sûr que ça prend un petit courage, mais on veut que le problème se règle, puis on veut passer à d'autres choses, donc on va dire ça. Une chose que j'avais dit hier aussi, quand on a discuté les conflits, c'est correct des fois de faire les erreurs. Ce n'est pas nécessaire d'être parfait tout le temps, mais juste de dire, mais désolé, je n'ai pas pensé à ça, ou on a fait une erreur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'améliorer la situation? Donc, on n'est pas parfait, nous tous, donc. Ben, justement, c'est de ça que je voulais témoigner. J'ai pris tes bras. Non, jamais. Mais non, mais j'ai déjà été témoin de conflits entre chercheurs. Je vous bois de parlant. Oui, exactement. Des discussions plutôt tendues et ben, souvent, je pense qu'entre chercheurs aussi, puis entre nous autres aussi, c'est la communication qui est la règle de l'art. Donc, souvent, en tout cas, moi, j'ai été témoin de chercheurs qui disaient « J'ai déjà fait cette recherche-là, pourquoi tu fais la même chose? » Puis là, ben, nous, en tant qu'organisme communautaire, ben, on sent que, ils donnent-tu de l'argent à 2 personnes pour la même chose? Fait que là, ça crée un conflit là-dedans, puis c'est là qu'on se met à douter de c'est quoi la pertinence, puis est-ce que c'est nécessairement 2 projets qui se ressemblent? Est-ce qu'il y aurait du se parler en coulisses? Donc, c'est plus une manière de communiquer, là, je pense, entre eux autres et les partenaires aussi. Nous autres, on se crie après, on se parle pas après. Parfait. Non, mais je pense que quand on fait de la recherche en partenariat, Christine en a parlé un petit peu ce matin, on prend pour acquis que parce qu'on veut chercher ensemble, ou on a un intérêt commun, ben on va se marier tout de suite. Fait que pour moi, c'est comme de dire, je rencontre, je ne sais pas, on va dire Bill. Je rencontre Bill, puis je le trouve bien de mon goût, puis tac, on va se marier, puis ça va toujours bien aller. Je pense que ce n'est pas vrai. Il y a des périodes de fréquentation, il faut apprendre à se connaître, il faut connaître les limites, il faut faire le contrat de mariage, puis dans un mariage, il va arriver des chicanes parce que Bill ne fera pas la bonne affaire. Fait que, et moi non plus, je ne ferai pas la bonne affaire. Fait que, de dire qu'on va avoir une relation qui va être toujours idyllique, ben, je crois que ce n'est pas nécessairement, je crois que c'est peut-être un peu utopiste. Mais ceci étant dit, je pense que la recherche en partenariat, ça s'apprend. On a des bons moments, on a des moins bons moments des fois. Tout le monde, là, je pense, des fois, ça peut être un petit peu plus tight, comme disait François. Fait que, puis je pense qu'il ne faut pas penser que parce que ça arrive une fois, ça va se reproduire tout le temps, puis notre vie va être difficile. Tout, on va juste apprendre, on va aller mieux là-dedans. Je pense que ça fait beaucoup partie de notre
idée de la littératie partenariale. C'est-à-dire, oui, mais on va devenir un partenaire, là, mais ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas un coup de foudre, c'est un apprentissage, on apprend à vivre ensemble. Puis moi, j'ai beaucoup à apprendre de la Ville de Québec, j'ai beaucoup à apprendre des organismes de personnes qui ont des incapacités, des organismes communautaires, des ministères. Les chercheurs, ben, j'en fais mon affaire, là, mais les autres avec qui je me marie, ben, il faut apprendre tranquillement et se faire confiance. Heureusement, le cocktail est bientôt dans 13 minutes. Oui, Roxane? Ben, en fait, je pense que je vais revenir sur un point important dans le sens où c'est une recherche partenariale. Donc, on devient une seule et même équipe. On devrait se traiter comme tout bon gestionnaire et tout bon collègue. Il y a des frictions. Ce n'est pas tout le temps des gens avec qui je daterais. Hein? Mais on a tous un but commun et ils font partie de mon équipe et ils m'aident à atteindre un but. On peut avoir des points de vue différents, on peut avoir des personnalités différentes, mais je pense que c'est là où il faut qu'on se rappelle, on est une seule et même équipe. Ce n'est pas chercheur, organisme, partenaire, c'est tout le monde ensemble. On veut outrepasser certains obstacles, on veut développer l'accessibilité et quand on s'adresse à l'autre, comme s'il faisait partie de ma même équipe, bien, c'est sûr que moi, mon collègue, même si je ne suis pas contente, je vais aller l'interpeller de façon judicieuse. Donc, c'est la même chose dans la recherche partenariale. Je peux avoir des mécontentements, on s'assoit comme des adultes et on les aborde de part et d'autre. Autant la recherche, des fois, arrive avec certaines contraintes ou quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme on l'avait prévu. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est un peu comme un couple, effectivement. Il y a des bonnes passes, des moins bonnes passes, mais c'est ensemble qu'on outrepasse les obstacles. Regarde, moi, je travaille avec les meilleurs. Vous tous êtes engagés dans le projet de MAP depuis 3 ans et demi environ. On a 3 ans et demi qui restent. Vous avez entendu de Ben les objectifs de MAP, de mettre en place les données probantes, d'améliorer la situation handicap pour les personnes des incapacités dans les villes au Canada. Selon vous, qu'est-ce qu'on a fait bien? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? On a 3 ans et demi qui restent environ. Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans nos processus partenariaux? Oh oui, OK. Vas-y, Julian. Thank you. So we just have another question in the chat from Janessa. And the question is, has social media helped with collaboration? For example, Facebook groups, Twitter accounts, YouTube channels, or is in-person the best approach? Ça, c'est une chose qu'on a fait bien ou pas bien? Ben, je pense que probablement, oui. Ben, en fait, probablement comme toutes les approches, je pense que c'est particulier à chacun des groupes qu'on tente de joindre. Donc, il y a certains groupes qui vont être très, très mobilisés par les médias sociaux. Il y en a d'autres chez qui ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut avoir une approche qui est adaptée aux gens qu'on veut desservir. Ça peut être un très bel outil pour donner plus d'informations, d'aller chercher un sentiment d'appartenance, etc. En fait, il faut toujours s'intéresser aux gens qu'on essaie de rejoindre. Est-ce que ça correspond bien à ce qu'ils utilisent? Est-ce que c'est des médias qu'ils utilisent? Puis sinon, ben, on va aller en personne. Donc, c'est vraiment une question de s'adapter d'abord et avant tout aux gens qu'on essaie de desservir. Moi, je dirais je pense qu'il faut y aller en 2 étapes. Les réseaux sociaux sont essentiels, surtout pour les plus jeunes, les générations qui vont suivre, parce qu'ils sont toutes là-dessus. Et c'est exemple, on prend l'application TikTok. Pour les très jeunes, quand j'ai fait une conférence, je leur ai dit, j'ai un compte TikTok, puis une grande majorité se sont abonnés, puis ils me suivent. Puis là, les plus vieux, je leur dis, j'ai un compte TikTok, ils ne se sont pas abonnés, là. J'ai fait, oh, OK, mais ils ont peut-être utilisé d'autres plateformes. Parce que, c'est exemple, il y a une recherche qu'il y a eu dernièrement, on a parlé tantôt là, de la recherche sur la réalité virtuelle, tout ça. Mais il y a eu une recherche sur la réalité virtuelle dans la communication, donc avec la pandémie.
il y a eu toutes sortes d'alternatives parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer. Donc, Zoom, Team, par téléphone, donc en virtuel. Mais quand tu as un trouble de langage, bien évidemment, c'est un handicap. Ça devient encore plus handicapant pour ça. Donc, mais c'est sûr que si tu mets la recherche sur cette recherche, que j'ai mis cette recherche-là, il n'y a personne qui était intéressé. Donc là, il fallait passer par, en général, le TDL. Et quand les gens avaient un intérêt, là, pouf, on montrait la recherche. Alors, c'est comme un juste milieu de dire oui, les réseaux sociaux sont, pour les prochaines années, vont être fondamentales. Mais ensuite, ça dépend, comme tu mentionnais, ça dépend, c'est quoi l'approche qu'on a, dépendamment de la clientèle. I would just want to say that I think one of our silver lining opportunities from COVID is for us to examine the way we gather so that we are not doing it just to be expedient, but we're doing it to be effective. I don't want us to fall into doing, meetings online when it's not effective, it's not impactful, it's not leading us to achieve our goals. So I think we have this beautiful golden opportunity. We have so much knowledge now about how we can gather together, how we can communicate and discuss. Now we need to make very judicious and careful decisions so that the work is done as well as possible. The first 3 years, we were limited to online meetings in MAP. And I think we've done a lot in those 3.5 years with all of the limitations and all of the restrictions that COVID bring. And I'll go back to my question about where can we go from here? We have a few minutes left. What can we envision for the next 3 years to continue with what we've been doing well, and what can we improve on? Juste vite, je voulais juste souligner la question de faire des rencontres en présentiel ou d'avoir par Teams. Ben, il y a des avantages l'un et l'autre. Je pense qu'on a besoin de se voir. Au niveau de la table de concertation, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en fait 2, 3 par année en présentiel parce que c'est le fun de ça. Ben, on l'a fait en Teams aussi. C'est ça que je voulais amener, c'est que dans le fond aussi, c'est que avec les problèmes de transport adapté, avec des fois des problèmes de salle, ben, ça facilite la participation quand même sur certaines consultations qu'on a organisées par Teams. Hein, tout le monde pouvait être là, se connecter chez soi. Fait que je trouve que c'est quand même une chose qui a été positive, qui a été amenée, même si on veut se voir quand même. Puis pour faire du pouce là-dessus aussi, on peut se rencontrer à faire une réunion vite demain matin. Là, fait qu'on peut s'en virer sur un dixaine, comme on dit. Là. Donc, c'est plus facile. Puis aussi, ben, comme le projet MAP, ben, je veux dire, c'est comme Vancouver, Québec. Donc, on ne va pas à Vancouver tous les matins et ils ne viennent pas à Québec tout le temps. Donc, c'est une possibilité de pouvoir travailler en partenariat plus facilement. Juste pour vous dire, mon travail est à Montréal, puis je travaille de Québec. Donc, c'est une façon de pouvoir développer aussi plus large, comme pour faire tout le Québec. Puis, ce qui était avant la COVID, ça n'existait pas. Là. Bon point. Vive la COVID. En fait, là, pour revenir en fait à ce qu'on pourrait développer de plus dans le programme MAP, ben, je ne sais pas, est-ce que je ne connais pas tous les projets. Est-ce qu'il y a des projets qui ont visé l'évaluation actuelle de certains programmes? Est-ce que ça pourrait être l'augmentation de certaines accessibilités ou certaines participations par rapport à des projets qui ont été élaborés dans MAP? Donc, ça pourrait être facilement évalué. Donc, voir les projets qui ont été mis en place, à quel point ils ont été implantés, quels ont été les impacts, etc. Je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres belles possibilités également à explorer là, au niveau de la mobilité, de l'accessibilité, de la participation. Mais ça, c'est un avenue qui est facilement quantifiable.
Moi, je dirais le développement de partenariats aussi transcanadiens. On est un beau groupe de recherche de Québec, Vancouver, de l'Ontario, de Chicago. Les chercheurs, on se connaît. Ceci dit, les partenaires, eux, ne se connaissent pas entre eux, puis je pense qu'ils pourraient peut-être bénéficier ou s'inspirer des partenaires de l'autre province. Il y a peut-être des pratiques qui sont faites à la Ville de Vancouver ou à la Ville de Québec qui pourraient être échangées. Même chose pour les organisations communautaires. Je pense que dans le développement des projets, là, on peut peut-être espérer de développer des choses à plus grande échelle pour vraiment étendre sur MAP ces projets-là. C'est un de nos objectifs, MAP, effectivement. Donc, pour le projet MAP, ce que je vois, OK, il ne reste pas beaucoup de temps. Pour le projet MAP, ce que je vois jusqu'à présent, c'est surtout une sorte de réflexion, c'est surtout une introduction de toute la réflexion qu'on fait présentement, tous les échanges, les rencontres qu'on a. Puis moi, mon souhait dans l'optique du domaine dans lequel je suis, ce serait vraiment, si on parle de société inclusive et tout ça, de parler des handicaps invisibles. Ça, je pense qu'il y a beaucoup à faire. De là, ma participation dans le projet MAP. Ouais. Merci, François. Je pense que c'est moi. Oh, oui, William. We have a last question for the chat. Excellent. Is it possible to get contact information of panel members for future questions? I think it's very possible, yes. So if you can get the contact of the person, we can share the contact of our panel members. One great benefit of in-person meetings is the opportunity to have continued discussions in less formal ways over drinks and a cocktail. So je vous remercie. I thank you all very much for your contributions. Je vous remercie pour vos contributions. Et je vous invite de rester avec nous, à prendre un verre et on peut continuer nos discussions. Donc, merci beaucoup. Are you going to say a final word? Yeah, sorry, one more word from me. Sorry to keep you from the drinks. I know I'm like, I'm actually not between you and the drinks though, so that's good. Whew. Yeah, thank you so much for today. I really appreciate all of your participation and willingness to take part in this. And I just also want to direct you to the little, your sticky notes and your pens to add your ideas there. So 2 categories of ideas. One is about projects that we should be working on, because that's what we're going to be doing breakout groups about tomorrow afternoon. So finish that by tomorrow at lunch. And the other one is more about governance and structure of maps, so those ideas. So 2 different piles. So if you can help me with that, that would be great. Totally appreciate it. Thank you. Thank you, Ben. And yes, I think we're doing Happy hour? happy hour. Merci à tous. Merci, Christa. Avant de voir, c'est 2 heures. I didn't get through all the questions, but I think I covered good. Je sais que c'est